Je suis la victime, tu te souviens? Je suis la victime. Une femme de New York a fait des accusations folles contre un client de DoorDash à qui elle a livré de la nourriture. Elle affirme que l'homme s'est exhibé devant elle à l'intérieur de sa maison et qu'elle l'a filmé, publiant les images en ligne. Et elle est même allée jusqu'à dire qu'il l'avait agressée sexuellement. Ces vidéos TikTok sur la situation sont devenues virales. Et maintenant, c'est elle qui est arrêtée. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Très bien, plongeons dans cette affaire. Waouh! La police du nord de l'État de New York affirme qu'une femme de 23 ans a commis 2 délits graves lorsqu'elle a filmé un client de DoorDash, prétendument ivre et évanoui à moitié nu, sur son propre canapé chez lui. Mais selon la livreuse, cet homme a agressé sexuellement. Comment en est-on arrivé là? C'est incroyable. Le 12 octobre, Olivia Henderson travaillait comme livreuse DoorDash à Oswego, dans l'État de New York, au nord de Syracuse, sur le lac Ontario. Elle a publié une vidéo virale sur TikTok affirmant avoir été agressée sexuellement par un client. Il y a 3 jours, le 12 octobre 2025, j'ai été victime d'une agression sexuelle par un client DoorDash alors que je faisais mon travail de livreuse DoorDash. Maintenant, selon Henderson, elle a publié sur TikTok ce qu'elle dit, c'est passé, mais cela a été continuellement supprimé. Que ce soit à cause de contenus ayant enfreint les règles de l'application ou, selon elle, d'une tentative de censure par TikTok, la situation reste floue. Le client DoorDash a demandé que sa commande soit déposée devant sa porte. En arrivant, j'ai vu la porte grande ouverte. Leur lumière s'était allumée. Et ils dormaient sur le canapé, bien en vue de la porte d'entrée, avec leurs pantalons et leurs sous-vêtements baissés jusqu'aux chevilles, et ils étaient indécemment exposés à ma vue. J'ai filmé cela, mais je ne vais même plus publier la vidéo parce que je suis presque sûre que c'est ça qui me vaut des avertissements. J'ai signalé cela à DoorDash, qui a banni le client. 2 jours après, DoorDash m'a banni aussi. Les allégations de Henderson sont vite devenues virales, la vidéo ayant été vue par des millions de personnes. Elle montre l'homme à moitié nu, apparemment endormi sur le canapé, après avoir laissé la porte d'entrée ouverte. Ensuite, ce contenu a été repartagé, avec d'autres créateurs de contenu commentant ce qui s'est passé. Maintenant, selon Syracuse.com, l'une des vidéos de Henderson a atteint 30 millions de vues, donc ça s'est répandu partout. Dans sa vidéo originale, qui a été supprimée, Henderson insinue apparemment que le client, voyant qu'une femme livrait sa commande, se serait mis en scène pour une sorte de plaisir exhibitionniste. Maintenant, les images ont déclenché un débat houleux dans les commentaires. Le client avait-il prévu depuis le début de s'exhiber devant la personne qui viendrait livrer sa nourriture? Ou s'agissait-il simplement d'une erreur malheureuse et inappropriée? Ce sont les questions que la police tente d'élucider. Certains commentateurs plus cyniques ont suggéré que Henderson elle-même avait ouvert la porte d'entrée, puis pris la vidéo pour attirer l'attention. De plus, au cœur des discussions en ligne se trouvait l'affirmation de Henderson concernant une agression sexuelle. Ce qui s'est passé pourrait-il être qualifié d'agression sexuelle? Y avait-il matière à porter une quelconque accusation? Nous y reviendrons dans un instant. Mais Henderson a affirmé qu'elle ne renonçait pas. Non, je vais continuer à raconter mon histoire. C'est la seule justice que j'obtiens, c'est d'exposer cet homme et d'avoir publié cette vidéo, et elle est devenue virale. Il doit désormais vivre avec la honte si les gens l'ont vu et savent qui il est ou où il est. Tu comprends? C'est moi qui suis punie. C'est un monde d'hommes. C'est moi la victime, tu te souviens? C'est moi la victime. Ils ont supprimé ma vidéo et allèrent devoir me payer pour ma deuxième histoire, car elle dépassait 1 minute. Ils allaient devoir me payer pour toutes ces vues que j'ai eues. Donc non, ils l'ont supprimé tout de suite. Ils l'ont supprimé tout de suite, absolument pas. Ils ne vont pas me payer pour ça, non. Dans une vidéo avec la légende « Il est temps de poursuivre DoorDash », Henderson a déclaré qu'elle avait parlé plusieurs fois avec le support DoorDash. Et ils ont refusé de lui dire pourquoi son compte avait été désactivé. Elle affirme également qu'elle ne pouvait pas accéder à l'argent qu'elle avait déjà gagné et qui n'avait pas encore été transféré de l'application vers son compte bancaire. Mais le 16 octobre, Henderson a publié une dernière vidéo. Donc, moi et le reste du monde, nous avons tous découvert ensemble pourquoi j'ai perdu mon travail. Voilà la mise à jour. DoorDash a publié une déclaration sur TikTok et d'autres réseaux sociaux déclarant « Nous avons vu des publications sensibles ces derniers jours et souhaitons clarifier la situation. Nul ne devrait subir d'agression sexuelle, de harcèlement ou d'abus, et DoorDash ne désactive jamais pour l'avoir signalé. Nous prenons ces signalements très au sérieux
et collaborons étroitement avec les forces de l'ordre pour enquêter et soutenir les personnes concernées. Dans ce cas, le livreur nous a informé d'une expérience qui l'a mis mal à l'aise, et c'est exactement ce que nous attendons toujours des livreurs. Notre équipe a immédiatement commencé à enquêter et est en contact direct avec les forces de l'ordre, prête à soutenir pleinement toutes leurs démarches. Cependant, publier une vidéo d'un client chez lui et divulguer publiquement ses informations personnelles constitue une violation claire de nos politiques. C'est la seule raison pour laquelle le compte du livreur et des clients ont été désactivés durant notre enquête. Nous nous sommes assurés que le livreur accède pleinement à ses gains, conscient de la sensibilité de ces situations. Si vous ne vous sentez pas en sécurité ou vivez une situation préoccupante, contactez-nous. Nous sommes là pour écouter, agir et soutenir. Fin de citation. Cette mise à jour vidéo était la dernière chose que Henderson a publiée sur sa page TikTok, qui est toujours active au moment de cet enregistrement. Les réactions à la déclaration de DoorDash sur TikTok divergent, certains soutenant toujours Henderson. Par exemple, une personne a déclaré « DoorDash encourage la culture du viol ». Un autre commentateur a estimé que tout cela était exagéré, écrivant « Franchement, à sa place, j'aurais juste laissé la commande et refermé la porte ». Elle a vraiment essayé de tirer profit de cette situation et a dérangé tout le monde. Un troisième commentateur a évoqué la première vidéo de Henderson, supprimée mais déjà diffusée. Citation. Sa vidéo montrait d'abord la porte entrouverte d'une fente. Elle l'a ensuite ouverte entièrement et est entrée. Je serais furieux si, après avoir demandé au livreur de laisser la commande devant ma porte, il entrait chez moi et me filmait pendant que je dors. Henderson avait déclaré avoir signalé l'incident à la police, qui n'avait rien fait. Mais une enquête était en cours en coulisses, et elle portait sur Henderson, pas sur l'homme inconscient chez lui. Dans un communiqué de presse, la police d'Oswego a déclaré, je cite, « La vidéo ainsi que l'enquête qui a suivi indiquent que l'homme était incapable de bouger et inconscient sur son canapé à cause de la consommation d'alcool. La vidéo a été prise depuis l'extérieur de la résidence de l'homme. » Le livreur DoorDash a ensuite diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux, où elle a suscité beaucoup d'attention. Il a aussi été révélé que le livreur DoorDash avait déclaré avoir été agressé sexuellement durant l'incident. L'enquête menée par le service de police d'Oswego a déterminé qu'aucune agression sexuelle n'avait eu lieu. L'homme de la vidéo a coopéré avec la police et fait une déclaration. Fin de citation. Quelques semaines après être devenue virale, Henderson a de nouveau fait la une des journaux lorsqu'elle a été arrêtée le 10 novembre pour 2 délits de classe E. Une accusation de surveillance illégale au second degré et de diffusion d'une image issue d'une surveillance illégale au premier degré. Brian Thompson, capitaine de police d'Oswego, a déclaré à CN Midi Central « Quand vous publiez, il est généralement impossible de revenir en arrière. Sur les réseaux sociaux, prenez une seconde pour réfléchir à ce que vous partagez. » Selon la police, Henderson a été relâché avec une convocation pour une future audience au tribunal municipal. Cela aura lieu en décembre. Si elle est reconnue coupable, elle pourrait encourir jusqu'à 8 ans de prison. Nous accueillons Paul Townsend, avocat de la défense, pour discuter de cette affaire complexe. Heureux de vous recevoir sur Law and Crime. J'imagine que pour commencer, avez-vous déjà vu une affaire comme celle-ci? Cela semble tellement étrange, avec tous ces rebondissements qui nous ont menés jusqu'ici. Je n'ai jamais vu de cas exactement similaire à celui-ci, mais nous avons déjà vu des affaires quelque peu comparables, où quelqu'un enregistre subrepticement une personne en état de déshabillage, puis publie d'une manière ou d'une autre cet enregistrement. Que ce soit sur les réseaux sociaux, sur un blog ou autre, ce genre de choses enfreint cette loi. Ce sont les particularités de cette affaire, notamment l'aspect DoorDash. Qu'elle ait été invitée ou attirée à l'intérieur, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Mais ce n'est pas si éloigné de ce à quoi on peut s'attendre. Quoi quand il s'agit de quelqu'un qui vient chez vous, et que dit la loi à propos de... Elle prend en photo ce qu'elle voit avec son téléphone. Je sais qu'on découvrira d'autres aspects avec le temps. Mais j'imagine que, du point de vue du propriétaire, quels sont ses droits dans cette situation quand techniquement vous avez commandé de la nourriture et que quelqu'un vient chez vous? Donc, d'une certaine manière, pourrait-on dire qu'elle a été invitée dans la maison? Et est-ce que cela a une importance? Donc, il y a certainement un aspect de cette situation où, en tant que livreuse DoorDash, vous savez qu'elle est invitée à être là. Cependant, un propriétaire a une attente raisonnable de vie privée dans sa maison, c'est certain.
Et juste parce que quelqu'un est invité en tant que livreuse, vous savez, qui a la possibilité de laisser, peu importe la livraison devant la porte d'entrée, de sonner à la porte, et cela satisfait en quelque sorte à son obligation. Vous savez, aucune livreuse DoorDash n'est obligée d'entrer dans la maison de quelqu'un, surtout si la personne est évanouie sur le canapé et n'ouvre pas la porte pour les laisser entrer. Vous savez, c'est là que ça passe un peu de « elle n'a rien fait de mal » à « elle trouve cette personne clairement dévêtue ». Il semble que l'alcool soit impliqué. Il s'évanouit sur un canapé. Et elle décide de sortir son téléphone et vous savez, de prendre des photos, ce qui est déjà quelque chose que vous n'êtes vraiment pas autorisé à faire. Et ensuite, en plus de ça, elle publie ensuite sur ses réseaux sociaux, ce qui rend tout cela accessible au public, ce qui aggrave encore son erreur. Et ses déclarations à ce sujet semblent se la présenter comme une sorte de victime ici, opprimée par la police et par ce type. Alors qu'en réalité, je veux dire, la loi est assez claire. On ne peut pas entrer chez quelqu'un d'autre, prendre des photos de cette personne déshabillée et les publier publiquement. Eh bien, et je pense qu'à l'époque où nous vivons aussi, l'idée de devenir viral, et ce n'est pas seulement, je veux dire, même Facebook, à l'université, vers 2008, si quelqu'un postait une mauvaise photo, on avait quand même l'impression que c'était d'une certaine manière isolé, parce que c'était comme si tu savais plus ou moins qui était sur. Personne ne comprenait vraiment ce qu'il disait à l'époque. Et puis tout le monde était jeune. Mais en même temps, aujourd'hui, l'idée de devenir viral est très réelle. Et quand tu publies sur les réseaux sociaux, l'une de ces vidéos a atteint 30 millions de vues. Comment cela impacte-t-il cette affaire, où il ne s'agit pas seulement de prendre la photo, mais où des millions de personnes ont fini par la voir? Donc, la façon dont cela l'impacte, c'est en fait comme un facteur aggravant. En ce qui concerne le fait de savoir si cela enfreint la loi, vous savez, la surveillance illégale ou la diffusion d'une photo, cela n'a pas vraiment d'importance, qu'elle soit publiée à une personne ou à 30 millions. Mais vous savez, si cette affaire finit par aboutir à un accord de plaidoyer ou va jusqu'au procès et qu'elle est reconnue coupable, alors un juge va prendre en compte, vous savez, quel a été le préjudice réel subi. Et donc, si la photo est à montrer à une seule personne, c'est un certain niveau de préjudice. Si 30 millions de personnes voient cela, cela pourrait vraiment nuire à la réputation de cet homme et à son statut dans la communauté. Le préjudice est aggravé par ce que l'on appelle aujourd'hui devenir viral. Donc, c'est quelque chose qui sera certainement pris en compte dans son cas et c'est aussi quelque chose que le procureur prendra probablement en compte lorsqu'il déterminera, vous savez, quelle est la manière appropriée de résoudre cette affaire. Parce qu'elle n'a pas simplement, vous savez, pris une photo et l'a envoyée dans un groupe de discussion, vous, avec 3 ou 4 amis, vous savez, elle l'a publiée sur Internet, où il est très, très, très difficile de supprimer quelque chose une fois que ce genre de choses est posté sur les réseaux sociaux. Donc, cet homme pourrait passer, vous savez, un temps indéterminé à essayer de faire retirer cela. Alors qu'en réalité, selon l'algorithme de chacun, cela peut encore aggraver le préjudice. De plus en plus de personnes pourraient être en train de regarder cela en ce moment, pour autant que nous le sachions. Et je pense par exemple à l'aspect civil de cette affaire, et je ne sais pas combien d'argent Olivia Henderson possède. Mais si ce type décidait de l'emmener au tribunal et de la poursuivre pour ça, parce qu'il n'y a pas seulement la photo en elle-même, mais ensuite elle a fait des allégations contre lui que la police dit être fausses, à savoir qu'elle aurait été victime d'une agression sexuelle. Et si cela est prouvé faux au tribunal, je veux dire, quel type d'impact une action civile pourrait-elle avoir? Ou, je suppose, quel type d'argument pourrait-il présenter devant le tribunal civil? Et comment cela pourrait-il se dérouler? Donc, il sera intéressant de voir comment cela va se dérouler parce que généralement, ce qui se passe, c'est qu'un avocat civil va probablement lui dire « attendons de voir ce qui se passe avec l'affaire pénale ». Si elle est reconnue coupable de l'une ou des deux infractions, soit la diffusion illégale ou la surveillance illégale, alors l'avocat civil pourra utiliser la doctrine de ce qu'on appelle l'autorité de la chose, jugée dans une affaire civile. En gros, il s'agira de faire valoir que, puisque l'affaire pénale exige une charge de la preuve plus élevée, elle ne pourra pas soutenir dans une affaire civile qu'elle n'a rien fait de mal. Et donc, il pourrait facilement gagner dans une affaire civile si elle plaide coupable à l'une ou aux deux accusations, ou si elle passe en jugement
et est reconnu coupable. Et encore une fois, nous ne savons pas quelle est sa valeur nette. Mais il aurait certainement des demandes de dommages d'intérêt réels à la suite de cela. Je suis sûr qu'il va avoir, vous savez, des dommages émotionnels. Je suis certain que cela a été bouleversant pour lui. Je suis sûr qu'il pourra prétendre que sa réputation a été irrémédiablement endommagée à cause de cela. Donc, au sens civil, il va probablement prendre son temps et attendre de voir ce qui va se passer dans l'affaire pénale. Et si, vous savez, cela tourne en sa faveur, alors chaque aspect de l'affaire pénale pourra faire partie de l'affaire civile. Et s'il est déterminé que, vous savez, elle a fait de fausses déclarations aux forces de l'ordre concernant ses actions ou ce qu'il a fait, vous savez, cela sera certainement un facteur aggravant dans toute affaire civile qui en résultera également. Parce qu'il y a plusieurs niveaux à cela, pas seulement la photo qu'elle a prise. Mais ensuite, elle l'a accusé en disant, vous savez que la raison pour laquelle il était à moitié nu était intentionnelle, qu'il avait fait cela exprès pour qu'elle arrive et voie qu'à ça. Puis survient cette accusation d'agression sexuelle contestée par la police. C'est ce qu'il avait vraiment, vous savez. Son avocat de la défense dira peut-être qu'il s'est lui-même mis dans cette situation pour qu'elle le voie ainsi. Mais est-ce un crime, même chez lui? Donc, il y a beaucoup de nuances et de détails qui vont influencer ce que pourrait être précisément sa défense, ce qu'elle peut légalement faire par opposition à ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Ça, c'est très difficile, vous savez, simplement en se basant sur les reportages pour connaître la vérité sur ce que les preuves montrent s'être passé à l'intérieur de la maison. Plusieurs récits différents circulent. L'un d'eux, venant d'elle, c'est qu'en gros, elle a été attirée là-bas et qu'elle a été agressée sexuellement et que lui était, vous savez, un agresseur. Il y a une autre version des faits où, vous savez, elle est censée laisser les affaires devant la porte d'entrée, mais la porte est grande ouverte et il est évanoui et elle a une vue directe sur lui et elle entre simplement et prend les photos. Et il ne se rend même pas compte qu'elle est là. Au final, ce dont elle est accusée, c'est d'avoir pris les photos, puis de les avoir diffusées. C'est en quelque sorte séparé et distincte de toute affirmation qu'elle pourrait avoir selon laquelle elle aurait été agressée sexuellement par ce type. Et en réalité, si c'était le cas, je pense que les procureurs vont avoir du mal parce que ce serait un comportement étrange pour quelqu'un qui vient d'être victime d'une agression sexuelle, de se retourner et de photographier son agresseur alors qu'il semble évanoui sur un canapé juste après qu'une telle agression ait eu lieu. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans ce récit et je pense qu'elle devrait vraiment fournir une explication très convaincante avant que les procureurs ne donnent du crédit à cette histoire. Et il semble que la police aussi se base simplement sur le fait que ce type, d'après ce qu'ils ont dit, était tellement ivre que, selon les mots de la police, cela n'aurait tout simplement pas pu arriver, c'est ce qu'ils disent, et nous verrons comment cela va évoluer. Mais comment, je suppose, son taux d'alcoolémie ainsi long pourrait-il jouer sur la façon dont cela serait présenté à un jury si l'affaire allait jusqu'au procès, où il serait simplement inconscient? Et il semble que la police s'appuie là-dessus pour dire que son histoire n'a tout simplement pas pu se produire. D'après ce qu'ils ont pu recueillir sur lui et en comprenant à quel point il était ivre lorsqu'il était inconscient. Eh bien, évidemment, si son taux d'alcoolémie est à un certain niveau et qu'il est vraiment évanoui sur un canapé, cela rend un scénario d'agression sexuelle beaucoup moins probable pour plusieurs raisons. Premièrement, une consommation excessive d'alcool, vous savez, diminue la capacité à avoir ce genre de comportement. Et deuxièmement, s'il est vraiment inconscient à ce niveau d'ivresse, je veux dire, c'est très différent de simplement somnoler ou faire une sieste sur le canapé. Vous savez, c'est un sommeil beaucoup plus profond qui, vous savez, n'est généralement pas associé au fait d'avoir commis une agression sexuelle, puis de s'effondrer sur un canapé complètement ivre. Donc, je pense que son taux d'alcoolémie est un facteur vraiment, vraiment pertinent pour évaluer, vous savez, s'il y a une quelconque validité dans les accusations qu'elle porte. Et pour sa défense, quel que soit son avocat pénaliste, et pour la personne qui reprendra cette affaire, et elle a eu plusieurs versions différentes. Elle a certainement dit beaucoup de choses et a fait beaucoup d'accusations sur les réseaux sociaux. Pour créer une défense efficace pour elle, quelle est la stratégie de l'avocat qui la prend comme cliente? Donc, la première chose, c'est arrêter de parler, point final. Désormais, toutes les déclarations émanent de moi, l'avocat de la défense.
Je ne veux pas qu'elle parle à la presse, aux forces de l'ordre, ni qu'elle fasse de déclarations sur ce qui s'est passé ici. Elle a maintenant été arrêtée. Elle est inculpée de 2 crimes de classe E. Elle risque, vous savez, jusqu'à 4 ans de prison et franchement, ça ne lui apporte vraiment rien de continuer à parler. À ce stade, l'avocat de la défense examine toutes les preuves et éléments communiqués. Parce que ce qui sort dans les médias n'est pas forcément toujours ce qu'il y a dans les dossiers réels, ce que disent les déclarations de vous, des témoins potentiels. S'il y a, vous savez, une caméra de sonnette, qu'est-ce qu'elle montre? Vous devez examiner les preuves et voir où le dossier du procureur est le plus faible, puis centrer votre défense autour de cela. Donc, dans la mesure où il pourrait ne pas y avoir d'enregistrement d'elle, de vous arrivant, vous pouvez adapter votre défense autour, vous savez, de certaines choses qu'elle aurait pu faire, peut-être des malentendus qu'elle a eus ou des actions entreprises par cet homme lors de la commande. Mais peut-être qu'il y avait un certain message là-dedans que vous interprétez comme une tentative de l'attirer là-bas. Donc, tout cela dépend vraiment des faits. C'est spécifique à ce que vous pouvez montrer à un jury ou à un juge en fonction des éléments de preuve qui vous sont fournis. C'est très difficile, vous savez, d'avoir simplement une idée vague des faits et des circonstances potentielles et d'élaborer une défense précise à partir de cela. Et elle fait face à ces 2 chefs d'accusation criminels, je veux dire, et simplement selon la façon dont les lois sont rédigées, elle pourrait aller en prison pour cela. Je veux dire, je pense aux 30, je pourrais imaginer qu'un accord de plaidoyer soit conclu. Mais d'un autre côté, je veux dire, 30 millions de personnes, et ce n'est qu'une des vidéos, ont vu ça. Je veux dire, c'est quelque chose d'important. De nombreux dégâts auraient été causés ici. Si ce que dit la police est vrai, comment voyez-vous cette affaire évoluer? Donc, c'est vraiment quelque chose de difficile à gérer. Bien sûr. Ici, tout d'abord, vous savez, les procureurs vont avoir des discussions approfondies avec la prétendue victime ici. Vous savez, ils vont essayer de déterminer s'il veut vraiment accabler cette femme, aller de l'avant. S'il veut témoigner ou qu'elle soit incarcérée, cela sera pris en compte. C'est l'affaire du procureur, pas de la victime. Donc la décision finale de résoudre l'affaire par un accord de plaidoyer ou de l'emmener devant un tribunal, cela leur revient. Mais bien sûr, l'avis de la victime est toujours pris en compte et le préjudice subi par la victime est toujours pris en compte. Dans une affaire comme celle-ci, avec plus de 30 millions de vues, il va y avoir, vous savez, beaucoup de réflexions du bureau du procureur pour vraiment faire passer le message que ce genre de comportement est tout simplement intolérable. Cette affaire va-t-elle finir par un accord de plaidoyer ou une peine de prison? Je l'ignore, on ne connaît pas ses antécédents. En supposant qu'il s'agisse d'une première arrestation, ce sont 2 délits de classe E non violents purgés simultanément en cas de condamnation. Parce que tout découle de la même chose de base, vous savez, de ce qu'elle a fait. Et donc, est-il possible que ces avocats puissent réussir à plaider pour quelque chose comme l'approbation? Bien sûr, cela pourrait arriver. Vous savez, il n'y a eu aucune violence impliquée. Pour l'instant, le gars n'a perdu aucun argent. Vous savez, il pourrait dire que ses perspectives d'emploi à l'avenir vont être affectées, mais c'est très hypothétique. Selon la perspective, avec des arguments des 2 côtés, un avocat de la défense comme moi plaiderait sans doute pour aucune peine de prison. Mais je peux aussi imaginer un procureur insister fortement sur le préjudice subi par cet homme afin de demander une certaine période d'incarcération. Oui, nous verrons comment cela se passera. C'est une affaire étrange, mais on compatit avec cet homme si la police dit vrai. Se réveiller et devenir viral ainsi, personne ne le voudrait. Paul Townsend, avocat de la défense pénale, merci comme toujours d'être avec nous sur Law & Crime. Nous vous en sommes reconnaissants. Merci beaucoup de m'avoir invité. Chris. Merci d'avoir suivi On the Case sur Law & Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.